Chronique de la soumission. Nice, Foncia, syndic professionnel, demande à des habitants de retirer le drapeau français qu'ils ont installé dans leur jardin pour, je cite, « éviter des débordements ». Quels débordements? De la part de qui ces débordements? Nous ne sommes plus en France? Après avoir caché ou supprimé crucifix, statues, crèches de Noël, mention des saints du jour comme tels à la rubrique météo et bientôt les tenues légères, il faudrait mettre son drapeau dans sa poche? Et la France sous le boisseau quand elle a déjà disparu des manuels d'histoire, sauf pour la vilipender? Nos adversaires n'ont même plus besoin de tester nos résistances, comme nous disons quelquefois qu'ils font, ou voulons le croire, car nous prenons tous les devants possibles et imaginables, nous désertons par avance, et nous sommes dimis avant même que d'y être réduits par la force. À noter cependant que, sitôt la chose connue sur les réseaux sociaux, ceux-ci se sont emparés de la chose, obligeant Foncia à battre en retraite assez lamentablement, en se contredisant d'un communiqué à l'autre en moins d'une heure. Cela prouve deux choses, dont il faudrait que chacun se convainque. D'une part, les canaux alternatifs offerts par Internet peuvent être utilisés pour toute autre chose que l'aliénation quotidienne, la soumission au flux des informations, la déréalisation spectaculaire de nos existences. Ils peuvent aussi être efficaces, et ils le sont de plus en plus, car, d'autre part, nous sommes nombreux, plus que nous ne le pensons, nous pouvons entraîner du monde et contrer le cours des choses plus que nous ne le croyons. Il y a en effet dans le peuple, qui est la France comme disait De Gaulle, une attente pour un changement de paradigme plus encore que pour de simples réactions ponctuelles. Il faudrait en tirer toutes les conséquences pratiques, que ce soit IRL dans le monde réel, par exemple, partout où sévit l'actuelle dissémination scélérate de clandestins dans toute la France autoritairement, et alors que cela n'a aucun sens, si ce n'est celui d'une multiplication des jungles digne de celle des petits pains, mais aussi dans le virtuel, en se saisissant des outils collaboratifs et des coopérations à distance permises par les moyens numériques, pour former un contre-courant, une dissidence d'un nouveau genre à la fois moderne, pas seulement par ses moyens, et très ancienne, une dissidence qui fomente et informe l'insurrection à venir contre notre liquidation en cours d'achèvement. Doit-on conclure pour autant, comme le fait Urvoas dans un virage à 180 degrés, à la multiplication des geôles? Ces godilles gouvernementales, mais ce n'est pas mieux en face, trahissent en vérité un sommet d'hypocrisie et de lâcheté, car chacun, toujours dans les sphères dirigeantes, sait parfaitement bien que la seule vraie question est celle qu'on se garde bien de poser. Qui est en prison? Nos gouvernants n'osent même pas se doter des outils qui seraient susceptibles de nous permettre de répondre à la question. Au vrai, celle-ci crève les yeux. Ceux qui s'entassent dans nos prisons sont, pour une part majeure, ceux qui déferlent sur le sol de notre infortuné pays. Le produit immédiat de cette invasion, et aussi son produit différé, parfois sur plusieurs générations, du fait de l'impossibilité de l'assimilation dans ces conditions de submersion et d'envahissement conquérant. D'autant plus que l'assimilation est devenue une horreur, un gros mot, aux yeux même de ceux qui ne savent plus quoi faire des conséquences des causes qu'ils ont tant chéries et qu'ils persistent à chérir, aux yeux de ces pompiers pyromanes qui proposent en sus, pour éteindre l'incendie qu'ils ont provoqué ou encouragé de toute leur âme, de mettre de l'huile sur le feu. Mettre un terme à l'immigration submersive, à l'envahissement sauvage de notre pays, et rétablir la situation en organisant la remigration de tous ceux qui n'auraient jamais dû s'installer parmi nous avec armes et bagages, et dans leurs bagages leur culture, leur langue, leurs mœurs, leurs attachements nationaux, claniques ou ethniques, de tous ceux qui n'ont jamais su ou voulu d'eux-mêmes pleinement s'assimiler au peuple qui les a accueillis, serait-ce seulement par respect, reconnaissance, politesse élémentaire. Voilà bien le seul moyen de soulager les prisons, et plus encore, de préserver la paix civile en France. Toujours est-il que cette enquête fait apparaître une chose qu'il aurait mieux valu laisser cachée sous le tapis sans aucun doute. Il y a au moins 30% de mahométans de stricte obédience, adeptes de la charia donc, et du Coran intégral, ce qui n'est pas du fondamentalisme, mais la moindre des choses. Et cela monte à au moins 50% chez les moins de 25 ans. Flûte. Voilà une réalité ethnico-religieuse massive, foncièrement conquérante et colonisatrice, mais qu'il est strictement interdit aux envahis et aux remplacés qui la subissent de penser,
et surtout de dire, dont en l'occurrence on ne permet de voir ici que le petit bout du nez, mais c'est suffisant pour contrarier la propagande quotidienne. En effet, ces chiffres, dont on redit qu'ils sont biaisés et faux, attestent, nous dit le Figaro, que les musulmans, je cite, se révèlent dans des proportions non négligeables, puisque les chiffres oscillent entre 29 et 53%, excusez du peu, se révèlent donc en opposition foncière à la culture du pays d'accueil. Et que, je cite toujours, ces chiffres montrent par ailleurs que le soi-disant rejet de l'islam par les Français, accusés régulièrement d'islamophobie, n'est que bien peu de choses en comparaison du rejet de la culture, des traditions, de l'héritage français et parfois de la loi républicaine par cette fraction des musulmans oscillant entre 29 et 53%, c'est-à-dire supérieure aux millions d'individus. Fin de citation. Or, ce qu'il faut dire, et ce que nous affirmions très simplement et directement hier, en vérité, ce que révèle ce sondage, entre guillemets, c'est que 30%, grosso modo, des Mahométans présents en France maîtrisent mal la taqia, ou pensent qu'elle n'est plus nécessaire compte tenu du rapport de force démographique, au moins sur des pans entiers de notre territoire, que, grosso modo, 65% s'abritent encore hypocritement derrière elle, et que 5% seulement sont vraiment sécularisés ou apostats. À quoi il faut rajouter ceci? Le Figaro et d'autres parlent de plus de 1 million de personnes désormais dans cette détestable disposition d'esprit. Mais c'est en accréditant la fable des 5 à 6 millions de musulmans présents sur notre sol, chiffre resté le même depuis des années et des années, ce qui est une sinistre plaisanterie. Ils sont aujourd'hui bien plus nombreux. Nous en sommes au moins à plus ou moins 20% de la population, si ce n'est même 25%. Et comme ces questions doivent être regardées en dynamique et pas en chiffres bruts, c'est-à-dire en tenant compte de la réalité d'un baby-boom en cours d'un tout nouveau genre, il y a de quoi sonner l'alarme, et même le tocsin. L'identité, une réalité historiquement déterminable? Non. Une fable qui pisait intentionnelle? Non plus. L'identité n'est ni objective ni subjective, elle n'est ni fixe ni évolutive. Ce n'est pas ainsi qu'on parviendra à en parler. Elle ne peut se penser qu'à travers le rapport entre identité et différence, qui est la condition de possibilité de toute pensée, et non seulement de toute logique. Elle est ce sans quoi rien ne peut tenir, sans quoi tout s'effondre dans le chaos, auquel le mélangisme aspire plus ou moins inconsciemment, car sans elle, il n'y a plus que des différences, et donc plus aucune différence. Et elle est ce qu'on ne peut ni saisir ni définir sans la manquer à coup sûr, ce que tente tout credo identitaire, car une identité incarnée, particulière, ne fait qu'exaucer une différence parmi d'autres, et alors on se trompe tout autant. Illustrons avec un échange que j'ai eu sur Twitter aujourd'hui à ce sujet avec Eugénie Bastier. Son tweet: la phrase « Nos ancêtres les Gaulois » n'est pas historique, mais idéologique. Il s'agit de forger la nation dans une fiction assimilatrice, où l'on voit que, bien que censée être l'une des rares représentantes médiatiques d'une dissidence vraiment de droite, elle annonce ici le catéchisme de gauche et de l'utopie universaliste. Fiction assimilatrice, comme si l'assimilation ne pouvait être que l'adoption d'une fiction, nation qu'il faut forger, comme si elle sortait du néant. Cambadélis ne ferait pas mieux. Mon tweet de réponse, très simple, mais cette fiction ne repose pas sur rien, il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Réponse approuvée par Philippe Martel et quelques autres. Alors, les Gaulois. Les Gaules, puisque pluriel il y a chez César, et les peuples gaulois donc, comme on dit les peuples indiens. Les Gaulois étaient tout de même, selon les estimations, entre 10 et 20 millions, excusez du peu, alors que les invasions franques et autres n'ont concerné que quelques dizaines de milliers d'individus, et encore sur le long cours. Population répartie sur un territoire excédant de 100 000 km² environ l'actuel territoire de la France, en s'étendant notamment vers l'actuelle Belgique et les Flandres principalement. Soit le territoire autour duquel la constitution de la France s'est cherchée pour finalement s'établir comme on sait, au gré des aléas de l'histoire. Ce territoire correspond, avec sa diversité, à une réalité géographique, et donc humaine.
L'occupation de ce territoire par ces peuples remonte à la protohistoire. Le fond est celte, ce qui confère une unité, et une unité très ancienne, de race, au sens ancien du mot, je m'empresse de le préciser, et de culture. Peuples et peuplades gauloises qui, avec cette unité préalable, se sont acclimatés sur le long temps à un pays dont ils ont façonné les paysages d'une façon que l'on peut retrouver encore aujourd'hui, et qui ont été façonnés en retour par lui, qui partageait en particulier un art de vivre dont on peut aussi retrouver des traits distinctifs dans ce qu'on pourra nommer ultérieurement la francité. Deux choses qui devraient au moins attirer l'attention des négateurs de toute singularité française stable en son fond, des mélangistes métissolâtres convaincus qu'il n'existe rien d'autre que cela, du mélange, du divers, du changeant, et des identités variables et sans cesse évolutives, au gré des flots, sans aucune trajectoire destinale ou enracinement, des identités aussi formelles que les cartes qui l'attestent, juste bonnes à servir de folklore personnel, interchangeables au gré des modes, circonstances ou caprices de chacun. Pour terminer, une dernière suite au sujet de notre dimitude. À la demande de l'UOIF, le Sénat supprime le droit de changer de religion du rapport sur l'islam de France, nous rapporte le site Dreuze. Je cite, dans ce texte, la mention qui précisait le droit de changer de religion a été purement et simplement retirée à la demande de l'Union des organisations islamiques de France. Ce compromis est une capitulation en rase campagne, et il est en totale opposition avec la Constitution, le droit français et, de fil en aiguille, la Convention européenne des droits de l'homme qui, dans son article 9 précise, toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique, évidemment, la liberté de changer de religion ou de conviction. Avec cette nouvelle démission honteuse, prorogation de la forfaiture permanente de nos élites, entre guillemets, depuis des décennies, a été introduit ni plus ni moins qu'un état d'exception stupéfiant, en contradiction totale avec la loi de 1905. Ce fait est évidemment capital et marque, plus que d'autres, parfois plus spectaculaires, où nous en sommes vraiment. Un champion du monde. Pendant ce temps, les fans de la complexité du réel continuent à pérorer. Je cite. Une partie des discours actuels dits populistes semble provenir de gens qui n'ont pas dépassé l'école primaire, la communale. Les propos sur les Français gaulois ou de race blanche relèvent d'une ignorance crasse. Pas un seul de nos politiques ne dit que l'émigration en provenance des pays du Sud est diplômée de l'enseignement supérieur à 39%, un niveau supérieur à celui de la moyenne des Français. Les moins diplômés des immigrés étant européens, les Portugais. Nous importons des diplômés parce qu'ils nous sont nécessaires. Fin de citation. Qui est le fabuleux crétin qui décrète cela? Monsieur Didier Raoult, professeur de médecine à Marseille et chroniqueur au Point. Le même qui nous a pondu ceci hier. Le tribunal de l'histoire jugera les pyromanes de la société, toujours dans le Point. Il a raison. Simplement, il se trompe du tout au tout quant aux pyromanes. La complexité du réel, sans doute, qu'il aura un peu perdu.